Très heureuse de vous retrouver après plusieurs jours de vacances. Bonjour à tous, voici les faits marquants de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la grève des taxis-compteurs, la marche de protestation des doctorants et le programme d'assainissement du district d'Abidjan au menu du Conseil des ministres. Réunion présidée hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les travaux se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, 8 novembre 2021, date retenue pour le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2021. Mais où en sont les préparatifs? Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé hier une réunion du Conseil national de recensement. Les précisions dans ce journal. Enfin, la situation en Éthiopie, après un an de guerre dans la région du Tigré, le pouvoir éthiopien sur le point de faiblir. La Côte d'Ivoire, très engagée dans la reconstitution de son patrimoine forestier, c'est ce qui ressort de la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur la 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique qui se déroule du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Dans l'actualité nationale également, le Conseil des ministres tenu hier en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs sujets au menu de cette rencontre, notamment la grève des taxis-compteurs, la marche de protestation des doctorants et le programme d'assainissement du district d'Abidjan. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. Sur la table du Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, 5 projets de loi et ordonnances, 7 projets de décret ainsi que 2 communications. La grève des chauffeurs de taxi depuis 2 jours et la marche de protestation annoncée par les doctorants ivoiriens ont également fait l'objet de discussions en Conseil. Le Conseil a été informé donc du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions donc, se sont engagées avec le ministre des Transports qui a abouti donc, à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas donc des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignées dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement donc ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre donc les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Toute autre préoccupation, le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre vient de renforcer l'arsenal judiciaire de l'État ivoirien dans sa lutte contre le terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc.
Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra donc à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Enfin, une mesure qui vient réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et autres ouvrages d'utilité publique. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans le même élan, le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui va permettre de mettre fin aux inondations en période de pluie. Le deuxième décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sont d'office d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 10 novembre. Deuxième titre de ce journal, la réunion du Conseil national du recensement en présence du Premier ministre Patrick Achi. Cette opération démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, dénombrer la population, collecter les données sur l'habitat, les infrastructures et équipements publics. Les détails, Alexis Ouedraogo. La table de séance ce mercredi de recensement. Les ministres engagés pour la bonne conduite de l'opération qui démarre le 8 novembre prochain passent en revue auprès du Premier ministre les derniers éléments à parfaire. Le gouvernement est prêt. Nous avons besoin de la presse pour que toute la Côte d'Ivoire sache que l'opération est importante, que l'opération va démarrer le 8. C'est une date qui est à présent figée et qu'il est important que chacune et chacun se fasse recenser gratuitement et que nos agents recenseurs sont des agents qui ont été vaccinés, que nos agents recenseurs seront protégés, ils seront assez reconnaissables et ils seront protégés pour la sécurité des personnes qui seront interrogées. Les populations sur toute l'étendue du territoire sont invitées à se faire recenser en toute confiance durant les 21 jours de l'opération. Ce nouveau recensement général de la population est le 5e organisé par le pays. Kabolo-Dougou, dans la région nord du pays, un château d'eau a été inauguré récemment dans cette localité par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. La construction de ce réservoir d'eau est estimée à environ 250 millions de francs CFA. Le point à Mississoko. Kabolo-Dougou, département de Sinématiali dans le Poro. L'eau potable est désormais à portée de main des populations. Grâce au programme social du gouvernement Eau pour tous, cette localité vient d'être dotée d'un nouveau château d'eau. Pour la mise en service officielle, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, avec lui, les fils de la région, notamment les ministres fidèles Sarah Soro et Gilbert Kafanakouné,
ont effectué le déplacement pour ouvrir les vannes à la grande joie des populations. Faciliter l'accès à l'eau potable en milieu rural, c'est permettre à beaucoup de nos sœurs, nos mamans, d'être soulagées de la grande corvée pour la recherche de l'eau pour le foyer. Avec cette infrastructure, Monsieur le ministre, vous allégez les souffrances de nos populations et en rajouter à leur longévité. Ce projet a coûté 249 millions de francs CFA, entièrement financé par l'État ivoirien à travers le Trésor public. Il va permettre de produire 308 mètres cubes d'eau par jour pour un besoin journalier de 71 mètres cubes d'eau, soit un excédent de 127 mètres cubes d'eau par jour. Nous avons réalisé un système complet d'adduction dont les travaux ont consisté en la construction d'un château d'eau de 50 mètres cubes sur une hauteur de 15 mètres. Avec l'extension de la sous-préfecture, nous avons pris des dispositions pour que très rapidement le réseau connaisse une extension. Et cette extension sera couplée d'une bâche qui pourra permettre de garantir l'accès à l'eau potable des populations de Kagbolo-Dougou jusqu'en 2035. Ce sont environ 5000 habitants de Kagbolo-Dougou qui ont actuellement de l'eau potable sans interruption. Au chapitre santé, la célébration hier de la journée mondiale dénommée Une seule santé, événement institué par l'Organisation mondiale de la santé, approche visant à mutualiser les efforts des acteurs de la santé afin de détecter et répondre efficacement aux problèmes sanitaires. Les explications de Godefroy Okambawa. Les données scientifiques actuelles montrent qu'environ 75% des nouvelles maladies ayant affecté l'homme au cours de ces 10 dernières années sont dues à des pathogènes provenant d'un animal ou de produits d'origine animale. Outre ces maladies, la Côte d'Ivoire a également été victime de déversement de déchets chimiques toxiques qui ont posé de graves problèmes de santé publique et environnementaux. Pour faire face à ces menaces, l'approche Une seule santé est adoptée et célébrée le 3 novembre de chaque année. Cette approche appelle à la collaboration entre les acteurs de la santé afin de prévenir ou répondre efficacement aux éventuelles menaces sanitaires. Tous les acteurs se mettent ensemble pour adresser une question de santé publique. Donc dans la lutte contre la rage, ça a été un cas particulier. Également dans la lutte contre les antimicrobiens, également il y a des actions qui sont menées. Même comme vous voyez dans le cadre de la Covid-19, c'est un cadre multisectoriel. La tutelle à travers cette approche multidisciplinaire entend renforcer les capacités des acteurs de la santé. Il faut collaborer avec d'autres secteurs et très souvent les acteurs sur le terrain ne perçoivent pas l'importance ou bien l'intérêt de collaborer avec d'autres disciplines ou d'autres secteurs. Mais vous avez vu dans le cadre du plan de riposte que c'est un plan de riposte multisectoriel, multidisciplinaire, tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'environnement, santé animale, communication, sécurité, défense, tous ces secteurs-là sont intégrés dans le plan de riposte. Donc c'est une réalité et vraiment nous sommes satisfaits. Le thème de cette édition est « La sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire repose sur des ressources humaines disponibles et compétentes, formées selon l'approche Une seule santé ». Cette célébration est à sa 4e édition en Côte d'Ivoire. Vaccinés contre le coronavirus, nous sommes protégés contre la maladie, mais respectons également les gestes barrières. Le point sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. 11 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 61 330 cas confirmés de coronavirus, 60 119 personnes guéries, 696 décès et 516 cas actifs. À noter que le 2 novembre dernier, 44 745 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 342 990 doses du 1er mars au 2 novembre 2021.
Comment se porte l'économie ivoirienne en cette période difficile affectée par le coronavirus? Ngouan Patrick, économiste et agent du Trésor, donne des réponses. C'était lors d'une conférence publique au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres dans la commune de Cocody. Ngouan Patrick est au micro de Dangui Dangui. Fermeture des frontières, distanciation sociale, confinement. Les mesures de riposte contre le coronavirus avaient mis l'économie ivoirienne à genoux. Au regard de la conférence animée par Dr Ngouan Patrick, économiste et par ailleurs agent du Trésor sur le thème « L'économie de la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la Covid-19 », au moins 35 000 personnes avaient perdu leur emploi. La Côte d'Ivoire avait un supplément de croissance économique entre 6 et 8% chaque année depuis au moins 10 ans ou 9 ans. Il se trouve que la Covid a fait en sorte que ce taux de croissance qui était en moyenne de 7%, 6,5% est tombé à 2%. Le choc a exigé des mesures de riposte du gouvernement, notamment la mise en place des fonds de soutien aux entreprises, selon le conférencier. Aujourd'hui, les participants sont frappés par la résilience de l'économie ivoirienne. Il n'était pas évident pour les économies africaines de supporter donc cette crise, vu la situation que nous connaissons. Mais la Côte d'Ivoire a fait preuve de résilience et aujourd'hui, ce pays se porte bien. Pour Dr Ngouan Patrick, il n'y a aucun doute. Le dispositif mis en place pour relancer l'économie a fonctionné, même si beaucoup reste à faire. On est passé de 6% à 2%. La croissance n'a pas été négative en Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça a été divisé par 3, mais ça n'est pas tombé en dessous de 0. Donc on peut dire que l'économie a pu quand même résister. Cette conférence publique a été initiée par la 3e promotion des auditeurs de la filière diplomatie, protocole et relations internationales du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Toujours en Côte d'Ivoire, comment renforcer la lutte contre le racket et la corruption? Cette question était au centre d'une séance de travail entre l'unité de lutte contre la corruption et le commissaire du gouvernement Ange Kessi. Les détails, Laure Goretti et Jean Djadji. C'est une nouvelle équipe qui dirige l'unité de lutte contre la corruption et le racket. L'équipe a rencontré le commissaire du gouvernement, Ange Kessi, pour une première séance de travail. Il s'agissait de définir les objectifs et les stratégies de lutte contre le racket, la corruption et la délinquance militaire et policière. Avec l'appui de nos patrons et les conseils et instructions, nous pensons pouvoir relever ce défi. C'est pour cela que déjà nous nous organisons. Nous avons déjà effectué quelques missions sur le terrain au niveau d'Abidjan et ces missions vont se poursuivre. Nous allons l'étendre au niveau de l'intérieur du pays. Des hommes de terrain loyaux et vigilants, ce sont les attentes du commissaire du gouvernement. La police criminelle et l'unité de lutte contre la quête sont des auxiliaires extrêmement importants pour le tribunal militaire. Ils sont tous les jours nos collaborateurs les plus constants et le plus important. J'ai tenu à les rencontrer pour que nous puissions discuter ensemble, voir ce que nous allons faire, comment nous allons travailler, quels sont les défis à relever, quels sont les problèmes rencontrés et comment il faut les résoudre pour que nous ayons le même objectif, la lutte contre le racket, contre la corruption. Pour un suivi et des stratégies plus aiguisées, tous les 3 mois, l'unité de lutte contre le racket devra produire des rapports sur les interpellations et les difficultés rencontrées. Le commissaire du gouvernement, quant à lui, a promis de rendre des visites de terrain. Des réflexions à la Direction générale des impôts, rencontre initiée par la Direction des opérations d'assiette. Les participants planchent sur les méthodes de gestion de l'assiette fiscale pour un meilleur rendement de l'impôt. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Contribution des centres de gestion agréés à l'élargissement de l'assiette de l'impôt. Méthode efficace de recensement et de gestion des fichiers des contribuables. Réorganisation du travail
Autant de problématiques sur lesquelles porteront les réflexions de la direction des opérations d'assiette au cours de ce séminaire. Un moment d'échange avec tous les acteurs principaux. Il devrait nous permettre de nous approprier les éléments et méthodes indispensables à l'élaboration et au suivi des stratégies efficaces dans la gestion quotidienne de nos services et de l'impôt. Le fichier des contribuables de la Direction générale des impôts affiche 135 353 contribuables pour une population générale de 24 millions d'habitants, en deçà des potentialités économiques du pays. Nous devons être depuis les années 2015 à 20% de pression fiscale. Nous sommes en 2021 et nous sommes à 12% de pression fiscale. Le défi est important et le défi doit être relevé. Mais c'est avec vous que nous devons relever ce défi. Parce que c'est vous qui êtes chargé d'asseoir l'impôt. C'est vous qui êtes chargé de faire en sorte que l'impôt soit à la hauteur des ambitions du développement de la Côte d'Ivoire. Ces 3 jours de travaux et de réflexion visent un objectif principal, celui de déboucher sur des propositions et des recommandations qui contribueront à une meilleure collecte de l'impôt et un accroissement des recettes fiscales. Autre actualité nationale, 500 étudiants venus de 9 universités et grandes écoles participent à la 2e édition de la Huawei ICT Compétition. Concours lancé il y a quelques jours par le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Pour en parler, Dangui Dangui. Étudiante à l'ESATIC, Aïcha est au nombre des 90 finalistes de la 2e édition de la Huawei ICT Compétition en Côte d'Ivoire. Elle espère être parmi les 10 lauréats de ce concours. C'est une opportunité pour nous, les jeunes, de montrer notre talent, de montrer notre savoir-faire. Le promoteur de la compétition est à la recherche de talents capables d'animer l'industrie des télécommunications, de l'information et de la communication en Afrique. On est sûr que le développement des talents de TIC, ce sont l'avenir de l'État. Les 10 personnes qui seront retenues, nous sommes en train de réorienter, de les faire voyager, mais peut-être dans un autre pays qui est quand même développé en numérique et dans un autre pays où il y a les laboratoires de technologie. Roger Félix Adom est à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC ce mardi pour apporter son soutien aux finalistes de la 2e édition de cette compétition. Le gouvernement veut accélérer la transformation digitale de la Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. La Côte d'Ivoire doit être le hub digital, le hub de l'Afrique de l'Ouest. C'est vraiment notre ambition. Donc dans tous les domaines comme la cybersécurité, le data analyst, dans l'innovation, dans tous ces domaines-là, nous devons avoir des jeunes. Donc l'Internet des objets, tout cela, donc nous devons avoir des jeunes formés, des jeunes compétents. 500 étudiants venus de 9 universités et grandes écoles de la Côte d'Ivoire participent à cette 2e édition de cette compétition organisée par cette entreprise chinoise. Plusieurs infrastructures sanitaires et éducatives construites ou bientôt en construction dans la commune de Yopougon. Plus de 3 milliards de francs CFA investis dans ces divers projets. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Gilbert Koné-Kafana, veut ainsi améliorer le quotidien des populations. Le programme triennal 2022-2024 de la commune de Yopougon a donc été adopté récemment. Théodore Zouzou et Jean Djadji. Un lycée à base 4 à la Sogefia, 4 marchés modernes comme ici au quartier Palais, un centre artisanal à Andokwa et un centre commercial dédié à la coiffure féminine au quartier Ananéré. Ce sont entre autres des infrastructures réalisées par le conseil municipal de Yopougon. Des actions qui s'inscrivent dans le programme triennal 2019-2021 qui arrive à son terme. Les infrastructures à construire à proximité nous réjouissent. Comme je l'ai dit tantôt, cela va permettre d'encadrer nos enfants. Certains citoyens qui ne respectent pas la norme, qui construisent sur les routes, toutes ces maisons seront détruites. Et c'est bien à prendre parce que nous ne sommes pas dans un pays de désordre. Pour rendre plus visible
l'amélioration du cadre de vie des populations, le programme triennal 2022-2024 est adopté. D'une valeur de 9 milliards 55 millions de francs CFA, dont 3 milliards 500 millions consacrés à l'investissement, ce nouveau plan d'action mettra l'accent sur l'éducation, la santé communautaire, le social et l'insertion des jeunes de la cité. Nos investissements portent principalement sur les questions sociales, notamment ce qui peut donner de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Tout ce qui est dans l'intérêt de nos populations, particulièrement de nos enfants, nous sommes prêts à le faire, quels que soient les sacrifices. Le maire Gilbert Koné Kafana a profité de l'occasion pour exhorter les populations au vivre ensemble. Le conseil municipal entend faire de Yopougon une commune de référence où il fait bon vivre. À présent, la fête de l'Abissa 2021 chez le peuple Nzima de Grand Bassam dans la région sud du pays. Le roi Amon Désiré Tanoé a fait sa première sortie le 2 novembre dernier. Les différentes communautés Nzima ont dansé au son de l'Edo Ngbolé, le tam-tam sacré, pour rendre hommage à leur souverain. Les précisions de Victorien Angwa. Le mardi de l'Abissa est en réalité le début véritable de l'Abissa. Jour sacré et politique parce que le roi fait sa première apparition. Mieux, le dombolé ou le tambour sacré est purifié par la famille Mvavile, dépositaire de l'Abissa. Elle est accompagnée de la famille Mafle, sa famille sœur. L'acte de purification permet à l'Edombolé de revêtir de nouveaux habits et qu'il portera jusqu'aux 2 premiers jours de l'Abissa prochain. Le mardi de l'Abissa, qui est le jour sacré et politique dans l'Abissa, le jour où notre roi, Sa Majesté Aoula Tanoé Amon, la critique sociale, qui est la notion de la démocratie Nzemada dans toute sa plénitude, les familles Mvavile et Maflin font leur entrée dans l'Abissa. L'arrivée du roi est précédée des Komlins, féticheuses vêtues de blanc, signe de pureté. Dans la tradition Nzima, les Komlins ont un rôle de guérison, de protection du peuple, de préservation de la cohésion sociale et de toute calamité. Cependant, ce rôle est mis en veilleuse au profit de l'Abissa. L'Abissa reprend ce rôle de cohésion sociale à travers la critique sociale. Spécial, les Nzima de divers horizons vont successivement exécuter les différents pas de danse au son de l'Edombolé. Le groupe Achenkwasi, le quartier impérial, les filles de la cour royale, les danseuses d'Azureti, les danseurs d'Azureti, Abidjan et autres. Adiaké, dans la région sud-est du pays, accueille la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, événement visant à promouvoir les cultures du continent. L'édition 2022 a été lancée le 14 octobre dernier à la fondation Kiyumbok dans la commune de Cocody. Le point, Fatim Ouedraogo et Franck Kouadio. Rigueur dans la tenue et poète dans l'âme. Des élèves de l'école militaire et MPT récompensés. Comme eux, plusieurs amateurs de cet art lyrique. Les rues sont pleines d'âmes, les prisons aussi. Des âmes qui crient à lui et à Dia, annoncent le poids du cœur, lourd et troublé. J'ai la glaive. S'exprimer à travers la poésie, c'est un art, et les initiateurs du Festival international d'Abidjan, FIPA, l'ont bien compris. La poésie, depuis un certain temps, est réputée comme un genre abscon. La plupart des maisons d'édition privilégient la littérature à l'eau de rose, les romans d'amour. Et donc, la poésie étant la reine des genres, il ne faut pas laisser la poésie mourir. Et donc, nous avons appliqué un système marketing qui est le push marketing pour promouvoir la poésie africaine d'expression française. Un festival pour célébrer la poésie. Les lauréats sont encouragés par le parrain, de même l'initiateur. J'ai été fasciné par le commissaire général qui en a fait une passion et qui nous a entraînés dans cette voie. Je les encourage et ils ne vont pas regretter d'être restés aussi des passionnés de la poésie parce que ça forme. La passion pour le texte et l'amour pour l'épanchement des sentiments, des passionnés satisfaits de voir leurs efforts reconnus. Je voulais remercier les organisateurs du FIPA, qui est un très beau festival qui encourage et qui instruit
les jeunes férus de littérature comme moi. La poésie, c'est un art que nous, les poètes, avons comme trésor et nous devons valoriser cet art-là pour une génération de futurs poètes. Ce festival qui a lieu chaque année s'articule autour de 3 grands axes qui sont des conférences, une remise de prix et un salon de la poésie. En image, l'actualité hors de chez nous, situation très incertaine en Éthiopie après la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique lui ouvrant la route de Addis Abeba, la capitale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décrété il y a quelques jours un état d'urgence suspendant toutes les libertés et donnant tout pouvoir à l'armée alors que son gouvernement semble faiblir. Et cela alors que ce jeudi 4 novembre 2021, cela fait un an jour pour jour que la guerre a commencé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accordé de votre temps.